Eh bien bonjour chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Je remercie tout de suite, je ne risque pas de l'oublier, ceci dit, à la technique tout d'abord, Virginie. Virginie, c'est Nini Vlam avec son cœur. Et j'en connais un qui va être heureux tout à l'heure, c'est évidemment Mike Borowski dans son libre journal des controverses, à partir de 10h30. Donc on retrouve Virginie sur YouTube. Et donc c'est Nini Vlam, N2E, plus loin, Vlam. Et c'est pas Nini Pochi, je l'ai dit toujours, c'est à l'anglaise, mon Dieu. Et oui, bien je suis content aussi d'avoir à mes côtés pour m'assister aujourd'hui Lara Stam. Bonjour Lara. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Avons-nous quelqu'un au standard, ma chère Lara? Eh oui, notre fidèle Patrice accueillera vos questions, vos remarques, vos commentaires. N'hésitez pas à contacter donc le standard de Radio Courtoisie par téléphone ou par courriel. Nous allons parler de géopolitique, ça ne va pas vous surprendre. Et puis l'actualité est telle que je pense qu'on n'aurait que l'embarras du choix. Donc je remercie d'abord sur le plateau, on commence toujours par le plateau, François Martin, le géopolitologue, le cofondateur du club Eleutheria, du néoconservateur, avec son ami Paul-Marie Couteau, par ailleurs auteur de 2 ouvrages qui sont des références, surtout déjà par le titre, qui en dit long. L'Ukraine, un basculement du monde et le temps des fractures. Pardon. C'est aux éditions Jean-Cyril Godefroy. C'est ça. Eh bien, bonjour. Bonjour, bienvenue. mon cher ami. Depuis hier, nous Depuis sommes hier, retrouvés oui. dans une belle assemblée sympathique. C'est vrai, Oui. je dois le reconnaître. Oui. C'était la première fois que j'y allais. Oui, Je oui. suis jamais allé. Comme quoi. Mais je sais déjà que je ne suis pas très adepte des dîners en ville, pour ce qui me concerne. Alors, nous avons aussi en distanciel, et nous sommes très heureux de l'avoir, c'est la première fois dans ce libre journal. Oui, et c'est, on aimerait avoir des inédits de ce niveau toutes les semaines, mais ça va être très compliqué. Mais c'est pas possible. Puisque nous avons Idriss Aberkan, le conférencier essayiste, avec nous en distanciel. Bonjour mon cher Idriss, est-ce que vous nous entendez ? Bonjour, je vous entends très bien. Eh bien écoutez, on est très heureux de vous avoir, et je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie le sont tout autant. Et donc nous allons avoir au moins 2 sujets. Le titre de l'émission, et je le dirai rapidement, c'est la guerre sans fin. Alors c'est l'article défini, pas indéfini, non pas au sens où il n'y aurait que cette guerre, mais c'est le concept même de guerre sans fin qui semble avoir été inventé par l'État d'Israël. Il ne peut pas s'achever une guerre sans qu'une autre débute. Ils sont comme au seuil. Il y a ceux qui sont au seuil du nucléaire et puis il y a ceux qui sont au seuil de la paix. Mais elle n'arrive jamais, cette paix. Ils sont toujours en guerre, comme une frontière qui n'arrive pas à trouver ses limites. Et pourtant, un État-nation, je le dis pour ceux qui considèrent qu'Israël défend la civilisation occidentale, c'est normalement un concept de nation, ça a des frontières, ça a des limites. On ne les trouve pas aujourd'hui avec Israël. Donc voilà pourquoi, et c'est ce que je n'avais pas expliqué à mon ami François Martin, pourquoi j'avais mis l'article défini et je voulais qu'il la prenne en direct. C'était juste cela que j'avais à dire, mais par contre, je souhaiterais que nous commencions cette émission, si vous le voulez bien, et je vais demander peut-être à Idriss Aberkan, ma chère Lara. Nous avons perdu, c'est une grosse perte pour les matinales de géopolitique profonde, c'est une grosse perte aussi pour ce libre journal, c'est-à-dire une collaboration qui prenait de l'ampleur avec Éric Denessé, le spécialiste du renseignement, le fondateur du CF2R, qui nous a malheureusement quittés il y a maintenant 2 jours, c'était jeudi matin. Il aurait mis fin à ses jours, c'est en tout cas l'explication officielle qui ne semble convaincre pas en tout cas ses proches. Donc j'aurais aimé avoir tout de suite le témoignage, s'il le veut bien, d'Idriss Aberkan sur et l'hommage suite à ce décès inattendu et profondément choquant. Idriss Aberkan. Bien oui, Éric Denessé était un homme absolument remarquable, un docteur également, et un analyste hors pair qui en plus avait une liberté de ton. Vous l'avez souligné sur le fonctionnement de Radio Courtoisie, votre autofinancement vous permet d'avoir une liberté de ton rare. Oui. Aujourd'hui, on sait que la liberté de ton dans les médias est quasi inexistante. Et Éric Denessé avait cette liberté qui était absolument essentielle. Après tout, on ne va pas rappeler tout de même que le principe du peuple franc, c'est que c'est le peuple libre. Bon, Éric Denessé était franc. Il était franc dans tous les sens du terme. Exact. Et cette franchise lui a été constamment opposée, reprochée. Il a fait
Il a fait l'objet de tentatives, comme on dit en anglais, de character assassination, donc d'assassinat de son personnage déjà, de sa réputation. On a essayé de le salir. Parce que, comme vous le savez, parfois la vérité est pro-russe. Comme aux États-Unis, il a été asséné pendant 5 ans que l'affaire du portable de Hunter Biden, qui était authentique, était une intoxication russe, jusqu'à ce qu'en réalité, elle s'avère être une affaire tout à fait exacte. Et exactement la même partition, les anglo-saxons disent playbook, la même partition a été employée contre Éric Denessé, de sorte qu'on a sali, par exemple, sa page Wikipédia de façon absolument indigne. Mais Wikipédia n'en est pas à son coup d'essai en la matière. Non. Et ça pouvait laisser présumer d'un assassinat final, physique. Parce qu'en tout cas, on peut déjà confirmer qu'il a subi une campagne d'assassinat de la réputation qui était orchestrée avec des officines spécialisées en la matière. Ça, c'est quelque chose qui est absolument ignoble. Je ne peux pas dire les choses autrement. Maintenant, vous l'avez vous-même rapporté, et j'en ai pris les renseignements, étant journaliste citoyen moi-même, ayant passé quelques coups de fil. La famille d'Éric Denessé ne croit pas une seule seconde au suicide. Ça. Les personnes qui lui ont parlé dans les derniers jours avant sa disparition, donc son corps a été retrouvé sans vie dans son véhicule à côté d'une arme de chasse. Les personnes qui lui ont parlé ont confirmé qu'il avait des plans à court, moyen et long terme. Je peux vous donner des détails que vous avez sans doute déjà. Il devait restaurer un retable, donc, une pièce liturgique, en bois, étant passionné de menuiserie. Et parmi d'autres choses, il avait donné beaucoup d'interviews, et les interviews qu'il avait données n'y allaient pas par 4 chemins. Enfin, accusaient vertement la Macronie à plusieurs reprises d'avoir, si vous me permettez, vrillé. C'est ça. Il nous en avait fait le témoignage d'ailleurs dans un libre journal l'année dernière, absolument. Absolument, il y a 1 an, quasiment jour pour jour. Donc, ça intervient également dans un contexte très particulier où vous avez 3 agents de la DGSI, pas 1, pas 2, 3, qui sont décédés en ayant mis fin à leur jour, d'après la version officielle toujours, parfois dans les locaux même de la DGSI. Alors, pour citer un des plus grands philosophes francophones du XXe siècle, qui est Michel Audiard, un barbu, c'est un barbu, 3 barbus, c'est des barbouzes. Il n'y a pas de coïncidence dans le monde du renseignement. Vous demanderez à n'importe quel officier de renseignement plus ou moins chevronné, il vous répondra systématiquement que, par défaut, on ne croit pas aux coïncidences dans ce métier. Et on sait que François Hollande a été confirmé, par exemple, du temps du hollandisme, avoir usé et abusé des fameuses opérations homo. Ouais. Qui sont donc les homicides, donc c'est complètement illégal, ça va de soi, mais la raison d'État le permet. Je rappelle d'ailleurs que le slogan de la DGSE, c'est partout où nécessité fait loi. Donc quand la nécessité fait loi, alors là, certes c'est sur le territoire français, donc ça n'aurait pas pu être une opération externe, mais passons. Bon, d'un point de vue purement journalistique, cette hypothèse n'est pas à écarter. C'est tout ce qu'il faut dire. Il faut bien sûr respecter le deuil de la famille, mais en l'occurrence, la famille elle-même a mis le sujet sur la table. Écoutez, nous, on ne veut pas croire que cette personne d'élite ait mis fin à ses jours de façon aussi brutale comme ça, alors qu'elle avait beaucoup d'ennemis. C'est un fait. Elle était même, d'ailleurs, Éric Denessé était sur la liste des personnes à abattre par certains services ukrainiens. C'est ça. Oui, c'est Le vrai. Mirotvoret. Mirotvoret, Voilà. en fait, en traduction, il faut quand même savoir, faiseur de paix. Ils ont pris ce nom-là pour créer une liste de personnes à abattre avec un truc qui s'appelle le préambule à l'enfer. Comme quoi, ils le mettent là. Ça s'appelle le purgatoire. Le purgatoire, voilà, le purgatoire. Voilà. Bon, donc ça, ce sont des faits qu'on doit rapporter à votre audience. Nous, on fait notre travail de journalisme. Votre audience, en vertu du premier devoir de la Charte de Munich, on doit la mettre en contact avec la vérité, quels qu'en soient les risques pour nous-mêmes. Donc, je résume. Éric Denessé était sur une liste de personnes à abattre par un groupe de personnes qui a déjà abattu des gens en Espagne, en toute impunité d'ailleurs. On est dans un contexte où on a 3 agents de la DGSI, donc les services de contre-espionnage français qui dépendent du ministère de l'Intérieur, qui ont disparu dans des circonstances troublantes dans les 5 derniers mois. C'est pas quelque chose d'anodin en termes de tempo. Et puis, on a notre confrère Pierre Jovanovic,
qui a été... Alors désolé, il n'y a pas de mot en français pour ça. Je sais que le général de Gaulle préconisait de substituer tous les mots anglo-saxons par un mot français aussi souvent que nécessaire, c'est-à-dire tout le temps. Renseignement pris en linguistique, malheureusement, la langue anglaise a plus de lexique que la nôtre. C'est triste, mais c'est comme ça. J'espère qu'on va l'enrichir. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de mot pour le swatting. Donc le swatting, c'est quand on vous envoie les forces spéciales. Donc, je vais utiliser une périphrase pour le... Voilà. Mais notre confrère Pierre Jovanovic a été swatté. On lui a envoyé les forces de police de façon synchronisée, à la fois à son domicile personnel à Paris et chez son éditeur. Et c'est par un concours de circonstances tout à fait rocambolesque qu'il a pu échapper à cela, puisqu'il avait laissé la lumière allumée chez lui, et il se trouvait en province à ce moment-là. Et alors certaines mauvaises langues ont même dit « Ah oui, c'était un coup de pub pour son livre ». Moi je veux bien, mais... Je ne savais pas que Pierre Jovanovic était il a le bras long, hein. Il réussit à faire... Mais c'est surtout là, on est du niveau de Robert Hossein, quoi. C'est producteur son et lumière. Enfin, moi, je ne savais pas au niveau Peter de Claude Jackson. François. Non, mais c'est surtout en mal de notoriété pour ses livres. Ça, c'est aussi... déjà, oh la vache. Sachant que c'est un best-seller. Oui, mais au-delà de ça, je veux dire, je ne savais pas que Pierre Jovanovic avait en effet la liberté de convoquer 40 hommes en uniforme qui s'avèrent être d'authentiques officiers de police, puisqu'après tout, s'il avait convoqué des figurants, pourquoi pas, hein. Là, on serait donc dans le registre Robert Hossein. Et malgré cela, bon, il s'avère que ces personnes étaient d'authentiques officiers de police qui devaient vraisemblablement le mettre en hôpital psychiatrique. Ce qui est arrivé au passage au professeur Fourtillan par ailleurs. Donc, tout ce que je vous dis est assez exact. Alors, il est important de signaler « on vous voit » à tous ces gens. Alors, vous avez peut-être aussi entendu parler de la loge Athanor. On ne va pas refaire le lexique de toutes les barbouzeries qui ont eu lieu en France, mais le cas de la loge Athanor à Neuilly était quelque chose de remarquable, hein, puisque vous aviez tout simplement d'anciens barbouzes qui pouvaient assassiner des gens sur le sol français et qui se sont fait prendre pour ça. Et puis, bien sûr, vous avez le cas de Bruno Gassio. Donc, Bruno Gassio, qui était l'écrivain des Guignols de l'info, et qui a... producteur dont on a la aussi. preuve. Oui, également, absolument. Et on a la preuve qu'il a été ciblé par un réseau d'assassins qui avait les horaires des moments où il allait jouer au golf, qui avait l'immatriculation de sa moto, qui connaissait exactement ses habitudes. Enfin, il avait été filé de façon complètement illégale, hein, sans commission rogatoire, sans qu'un juge soit dans la boucle, de façon privée, par des gens qui avaient l'intention, si vous me passez toujours l'expression du registre audiardesque, de le repasser. Donc, à un moment, ça commence à faire beaucoup de coïncidences, tout ça. Et moi, j'avais la vague impression qu'on était dans un état de droit. Alors, pareil, je rapporte ça et je souligne que si il arrivait également malheur à votre serviteur, je n'ai pas l'intention de mettre fin à mes jours dans les prochaines années. Voilà, c'est dit à votre antenne. C'est bien de l'avoir dit et c'est noté, c'est enregistré et ça repassera. Pareil pour dans quelques jours. Moi-même, hein, je le signale. En plus d'être en direct. Aussi bien pour ma famille que pour l'entourage, je n'ai pas de tendance suicidaire. Alors, chercher un autre moyen. Un auditeur à propos d'Éric Denessé, eh bien, la version officielle de sa mort suscite quelques doutes, comme aussi celle du général Delavarde. François Martin, sur Éric Denessé. Oui, je vais dire un petit mot sur Éric, et puis après je compléterai ce que dit Idriss, parce que je suis évidemment d'accord. Voilà ce que j'ai lu ce matin, mon amie Irina Dubois, qui a fait un hommage que je trouve extrêmement proche de ce que je pensais moi-même de cette amie. Elle dit ceci: nous avons été bouleversés par le départ de notre expert et ami, je crois que c'est vrai, une personne d'une rare intelligence et très précis dans ses analyses. Je crois que c'est effectivement ce qu'on pouvait dire d'Éric, sa précision. J'ai été ravi de l'inviter au dialogue franco-russe. Bon, il venait préparer sa version de la guerre, mais aussi la guerre, la vision de la géopolitique globale. Son décès pose beaucoup de questions, évidemment. En attendant, souvenons-nous d'une personne libre, avec ses convictions et ses positions courageuses. Particulièrement, j'appréciais sa neutralité. Il essayait d'analyser sans détester ou admirer. Il va rester dans notre mémoire comme une pensée rare. Voilà, je pense la même chose. Comme une personne rare, une personne de grande qualité. Oui. Et effectivement, il y a un contraste total entre la version Wikipédia que j'ai relue hier, où on le présente comme un pro-russe, le couteau entre les dents, ce qu'il n'était absolument pas. Justement, il était l'inverse. C'était quelqu'un qui essayait d'aller aux sources, tout comme le fait Jacques Beau d'ailleurs, ou d'autres personnes. Ça, c'est la culture des personnes du renseignement qui sont extrêmement précis, qui partent des faits. D'ailleurs, c'était un des seuls
de cette mouvance qui n'était pas des pro-ukrainiens primaires et viscéraux, qui a été invité sur LCI, où il s'est défendu, sans se défendre d'ailleurs, en disant simplement les faits de façon extrêmement précise. Alors, on ne l'a pas réinvité, mais ceci dit, on a considéré que parmi les personnes qu'on pouvait faire venir chez LCI, il en faisait partie, et donc pour moi, ça a été un signe, voilà. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne Éric. Un véritable spécialiste du renseignement, parce que j'ai envie de dire, c'était réellement sa spécialité. Oui, tout à fait. Et c'était quelqu'un qui était extrêmement précis dans ses analyses, qui ne voulait pas en sortir. Il avait la parole rare. J'avais à peu près obtenu de lui de le faire venir une fois toutes les 2 semaines, et il disait... Et pourtant, bon, c'est vrai que mes formats sont longs, c'est-à-dire souvent 3/4 d'heure, 1 heure par invité sur la matinale. Mais il me disait des fois non, non, parce que là, pour le moment, on ne sait pas comment ça va basculer, donc je préfère attendre. Oui, puis c'était un véritable chercheur, c'est un homme qui s'était retiré dans ces montagnes alpines et qui travaillait beaucoup, qui lisait énormément, qui avait beaucoup de contacts, et j'avais participé à un de ces séminaires sur le renseignement qui était d'une très haute qualité. Enfin, c'était visiblement pas le genre de type qui disait, enfin, il avait des plans pour l'avenir, c'était évident, de construire quelque chose d'une façon très modeste, sans se mettre en avant du tout, mais enfin, il était... il tranchait sur la moyenne des gens, hein, c'est évident. C'est exactement ça. Oui, voilà. Alors, en ce qui concerne Idriss, oui, ce qu'il disait sur la nébuleuse, on peut rajouter aussi ce qui s'est passé avec Youssef Indy qui a été convoqué. On peut rajouter aussi ce qui s'est passé avec TV Liberté, où on leur a coupé leur banque 1 semaine après le grand raout annuel. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de signes, effectivement, du fait qu'il faut faire taire des gens. Et je veux rapprocher ça avec ce qui a été déclaré par Vladimir Poutine après les attentats qu'il y a eu, non pas les attentats contre les avions qui sont un fait de guerre, mais les attentats contre les civils quand on a fait sauter. Je pense que ça a beaucoup plus choqué les Russes plutôt que d'avoir attaqué les avions. Et sur ce point particulier, Poutine a déclaré qu'on était en train de sortir de la guerre militaire pour rentrer dans ce qu'on appelle la guerre sale. La guerre des coups tordus, tous les coups sont les permis, guerres de l'ombre, voilà, mais qui sont des coups tordus. On va aller tuer un tel, on va aller faire sauter un truc, etc. Je veux dire, on n'aurait pas trop intérêt, à mon avis, nous autres Européens, à rentrer là-dedans, parce que les Russes savent parfaitement faire ça. Ça, c'est Je pense qu'on va découvrir quelque chose d'une autre qualité. Entre les parapluies bulgares et pas, le reste, oui. Idriss Aberkan, si vous voulez commenter un petit peu tout ce qui vient de se dire sur le plateau. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, vous voyez que le public est désinformé. Il faut quand même rappeler ces choses-là. Enfin, c'est ce que disait Mark Twain, quoi. Si vous lisez la presse, si vous ne lisez pas la presse, vous êtes mal informé. Vous n'êtes pas informé. Si vous lisez la presse, vous êtes mal informé. Et je rappelle quand même que vous avez cité LCI. Enfin, LCI, c'est festival. Ils ont dit, vous avez David Pujadas qui a ouvert un journal télévisé en disant que les Russes en étaient à déboulonner le T-70 de Mélitopol pour l'envoyer sur le front. Oui, c'est ça. Rien que là, je devrais faire comme Charles Pasqua dans le débat de 88 avec Mitterrand. Je devrais fermer le dossier et dire on vient dans 7 ans. Parce que là, normalement, c'est terminé. On arrête de discuter. Je veux dire, vous avez David Pujadas qui, la dernière fois que j'ai vérifié, est présenté sur Wikipédia comme un journaliste qui a ouvert un JT en disant l'image du jour, les Russes en sont à déboulonner le T-70 de Mélitopol, donc qui est un monument de la Deuxième Guerre mondiale, pour l'envoyer sur le front. Voilà. Bon, alors après, vous avez eu les machines à laver. C'est ça. Bon, la Russie a la 2e plus grande frontière avec la Chine, qui est le premier fabricant de puces au monde et qui n'a pas mis la Russie sous embargo la dernière fois que j'ai vérifié, mais ils n'ont pas de puces électroniques. D'accord. Ensuite, ils utilisent des ânes ou des chameaux en acheminé. Vous avez eu le Ghost of Kiev. Voilà, le Ghost of Kiev, donc c'était un pilote comme ça qui sortait de nulle part, surgi de la nuit derrière une cascade comme de juste, et qui allait abattre 2-3 avions qui ensuite repartaient, parce qu'on sait tous évidemment qu'un avion, ça peut se cacher dans la Batcave et qu'il n'y a pas de chaîne logistique ensuite pour pouvoir l'entretenir. Alors c'était complètement faux, le Ghost of Kiev, comme d'ailleurs l'histoire de Snake Island, c'était complètement faux. Même le Guardian l'a admis. Le Guardian a dit oui, alors on savait que le Ghost of Kiev c'était bidon, parce qu'on est quand même des journalistes un peu sérieux, mais il fallait bien aider l'effort de guerre ukrainien. Pareil, j'avais l'impression que le Guardian était un journal. C'était pas du tout une antenne de l'état-major ukrainien, mais ok, pas de problème. Apparemment, le Guardian a avoué qu'il n'avait pas de compte à rendre à leur lecteur, que le but était d'orienter
l'opinion publique dans le sens de la guerre en Ukraine. Donc, on a eu un niveau de désinformation qui est stellaire. On n'a pas vu ça depuis le fameux bourrage de crâne de 14-18. Le mot est d'ailleurs, et le terme est consacré pour cette époque-là. Je vous rappelle ce qui pouvait se lire dans l'Intransigeant ou le Petit Journal pendant la DRDR, à savoir les mitrailleuses allemandes ne font pas de blessures. Les balles allemandes traversent les chairs sans faire de déchirure. Ça a été écrit. D'accord. Leur artillerie est comme eux, elle n'est que bluff. Les obus explosent mollement. Bon, faudra m'expliquer, il faudra qu'une gueule cassée vienne m'expliquer ce que c'est qu'une explosion molle. Mais bon, les obus explosent mollement et ne vous font que quelques bleus. Ça a été écrit dans la presse française. On se disait plus jamais ça. Oui. C'était la DRDR, mais aussi pour la guerre de l'information, probablement. Il n'y aurait plus jamais ce genre de bourrage de crâne immonde. Eh ben si, les Russes utilisent des chameaux, des ânes, des boulonnes, Mais par contre, ils progressent, les saligots, par vagues humaines, etc. Mais bon... Voilà. En fait, c'est ce qui a été appelé par des commentateurs américains la russophrénie. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois en train de perdre et de piquer les machines à laver et les tireuses à lait aussi, ça a été dit. Et en même temps, ils sont en train de menacer l'Europe et les chars sont à 2 doigts de défiler sous l'Arc de Triomphe. Donc bon, c'est cette espèce de Russie de Schrödinger qui est à la fois mourante et triomphante. Ça s'appelle aussi le tir inclus. C'est ça, on est tout à fait là-dedans. On est dans la logique floue, les ensembles flous, où on peut avoir les deux à la fois. Donc, c'est très important d'avoir une information libre. Et quelqu'un qui faisait en effet de l'information rigoureuse, qui donnait des leçons de journalisme aux gens, comme Éric Denessé, nous a quittés. C'est l'information qui est en deuil aujourd'hui. C'est vrai. Bien, j'aimerais peut-être que nous parlions maintenant... d'une actualité qui est un autre auditeur me parle, je ne sais pas si est-ce que Éric Denessé habitait aussi Boulogne, vous qui le connaissiez bien? Non, je crois pas. Non, je pense que c'est une erreur de notre auditeur. Oui, j'aurais aimé donc que nous parlions aussi dans cette émission, dans ce libre journal de géopolitique profonde, des premières salves d'attaque depuis maintenant plus de 24 heures. Qui ont touché dans un premier temps Téhéran, au moins un de ces complexes nucléaires, des attaques combinées avec des attaques ciblées dont le Mossad a le secret, ou en tout cas fait partie de ces armées ou de ces services qui ont le secret d'éliminer un certain nombre de personnalités. Qui sont allés d'ailleurs jusqu'à l'un des négociateurs. Il y avait des négociations en cours qui devaient reprendre d'ailleurs en début de semaine prochaine. Et l'un de ces grands négociateurs a été éliminé, semble-t-il, par les premières frappes. Et le retour de bâton, ce fut cette nuit, semble-t-il, avec, même si c'est pour le moment assez flou, des cibles qui ont été atteintes, dont l'équivalent du Pentagone, je crois, israélien. Voilà. Donc j'aurais aimé la réaction, les analyses de quelque chose qui semblait de plus en plus inéluctable. Peut-être d'abord Idriss Aberkan et ensuite vous, François Martin. Oui. Alors, j'ai fait une émission hier en direct sur ma chaîne sur ce sujet. Oui. Ce soir, je recevrai le journaliste israélien Meron Rapoport qui travaille avec l'excellent Média Plus 972 Mag. Remarquable, c'est d'anciens réservistes israéliens qui travaillent notamment avec des Palestiniens et qui ont balancé le dossier Lavender. Énorme scoop, Lavender, l'utilisation de l'IA pour cibler des civils à Gaza. Et ce sont des réservistes qui ont mis leur vie en danger pour balancer ce dossier. Donc, il y a encore des gens qui font le taf en Israël. Et d'ailleurs, ce qui est terrifiant pour nous en France, c'est que leur liberté de la presse est infiniment supérieure à la nôtre. Je rappelle que le 8 octobre, donc même pas 24 heures après le 7, vous aviez Haaretz qui titrait « Pendant des années, Netanyahou a propulsé le Hamas et ça nous a pété au visage ». Et Netanyahou, avant ces événements, était accusé publiquement d'avoir financé le Hamas, de l'avoir armé. Des dossiers étaient sortis, notamment où le patron du Mossad, qu'il avait nommé lui-même, parce que normalement le Mossad n'est pas politisé, mais il avait tenu à le politiser en nommant Yossi Cohen, un proche, était allé supplier le Qatar de prendre de l'argent israélien pour financer le Hamas, avant le 7 bien sûr. Donc on a des choses qui sortent et j'encourage votre audience à lire la presse israélienne anglophone, qui aujourd'hui peut se traduire facilement de toute façon, comme Haaretz ou Plus 972 Mag ou Mekomit, ou même le Time of Israel ou le Jérusalem Post, qui des fois balance des trucs qui sont à des années-lumière de ce qu'on peut lire dans la presse française. Maintenant, la situation, c'est que Netanyahou est un seigneur de guerre. Oui. C'est un seigneur de guerre, il a besoin d'une guerre permanente pour échapper à la prison et pour garder le pouvoir en Israël. Juste avant alors ça lui a été reproché, même par des Israéliens. Je rappelle que vous avez Ehud Barak, qui est de gauche, Ehud Olmert,
qui est du centre, Yair Lapid, qui est du centre, qui ont tous les trois accusé Netanyahou de haute trahison et qui l'ont accusé d'utiliser les moyens de l'État d'Israël pour son agenda politique personnel et de provoquer une guerre sans fin, ce que vous avez décrit, la guerre sans fin. Oui. Il a été accusé de ça, pas par des antisionistes, pas par des gens qui sont critiques de l'État d'Israël, il a été accusé de ça par d'anciens leaders israéliens et de façon publique. Alors Netanyahou, pour se défendre, a accusé ensuite Ehud Barak d'être derrière le réseau Epstein, puisqu'il a rencontré Epstein plusieurs fois, c'est un fait. Donc, oui. Netanyahou a besoin de cette guerre sans fin. En plus, il a besoin d'autre chose, c'est que d'ailleurs, personne n'utilise mieux l'antisionisme que Netanyahou à des fins politiques. Netanyahou, sa martingale politique, c'est de dire aux Israéliens « sans moi, vous êtes morts ». Oui. Sans moi, il y a les méchants antisionistes qui vont éradiquer le pays et vous allez être exterminés, il n'y a que moi qui peux vous protéger. Et tous les anciens likoudniks, donc les gens qui votent pour le Likoud, sont partis, qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs les bibistes. Donc ça y est, c'est carrément, c'est une dictature. Oui, Bibi Netanyahou. On les appelle les bibistes, voilà, en référence à Benjamin Netanyahou, donc les bibistes. Les bibistes, leur premier argument, c'est de dire Netanyahou nous protège. Bon, il nous protège contre le merdier qu'il crée lui-même, hein, mais il nous protège. C'est exactement comme Crassus dans la Rome antique, qui avait fait sa fortune en ayant son équipe de pompiers privés et en achetant les maisons pour une bouchée de pain et une gorgée de garum. Après y avoir foutu le feu lui-même. Bon, c'est littéralement ce qui est en train de faire, Netanyahou, le pompier pyromane. Donc, Israël a frappé. Alors, on pourra en parler des heures, mais je vais laisser la parole à mon confrère. Mais fondamentalement, Israël ne pouvait pas utiliser d'avions furtifs. Les F-35 sont réputés furtifs. J'ai expliqué dans plusieurs vidéos que la furtivité est essentiellement une arnaque. Parce que c'est très simple. Je veux dire, quand vous êtes un avion et que vous devez être furtif, vous devez être un avion et être furtif. Bon, rien que ça pose un problème puisque vous devez voler. Alors qu'un système au sol, il ne doit pas voler. Donc le système au sol, il court le 100 mètres. Et le système qui vole, il court le 110 mètres haies. Vous ne pouvez pas gagner dans cette compétition. Le système au sol, son seul job, c'est de vous détecter. Alors que le système en l'air, il doit voler aussi. Donc un avion furtif finira toujours par être détecté par les systèmes les plus récents. Et donc pour pallier le problème, les Israéliens ont neutralisé les batteries iraniennes, y compris les redoutables S-300. Oui. Et les Israéliens sont en effet très forts là-dedans, puisque, comme vous le savez mieux que moi, depuis la guerre froide, ils avaient eu beaucoup de pertes avec les fameux missiles SAM. Oui. Et donc, depuis cette époque, ils ont musclé leur jeu en matière de lutte contre les défenses antiaériennes adverses, avec notamment l'opération Mole Cricket, par laquelle ils avaient développé donc, la suppression des défenses aériennes ennemies, avec des missiles anti-radar. Et là, ils ont utilisé donc, le Mossad pour déployer des leurres, du brouillage et notamment des drones pour saturer le système. Et puis une cyberattaque aussi, une cyberattaque entièrement coordonnée pour permettre d'avoir ce corridor de frappe avec les F-35 qui ont frappé et qui ont tué notamment le chef des gardiens de la Révolution. C'est pas du menu fretin. C'est pas anodin, non. En réponse, Israël a déplacé ses avions civils. Donc les avions civils de la compagnie aérienne El Al sont à Chypre. L'avion présidentiel, le Wing of Zion, est à Athènes. On ne sait pas si Netanyahou était dedans, mais c'était tout à fait probable qu'il fût dedans, pardonnez-moi. Oui. Et maintenant, les Iraniens ont riposté avec des missiles hypersoniques, les fameux Fatah 2, qui peuvent être en Israël en 5 minutes et qui sont impossibles à intercepter. Et ont frappé plusieurs cibles. Mais l'Iran, pour conclure, est obligé géopolitiquement de maintenir une certaine retenue, comme les Russes en Ukraine d'ailleurs, parce que sinon, c'est les Américains qui rentrent. Et c'est ce que veut Netanyahou depuis le début. Lui, ce qu'il veut, c'est ce dont l'accuse Jeffrey Sachs, un remarquable analyste et conseiller de Trump, qu'il a traité, je cite, de fils de pute. Et Jeffrey Sachs, ancien prof à Columbia, a dit, voilà, il a eu la Syrie, il a eu l'Irak, il a eu tout ce qu'il voulait. Le problème, c'est que tout ça ne marche. C'est comme un pont trop loin. Vous savez, l'opération Market Garden pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'opération Market Garden ne marche que si vous avez le dernier pont sur le Rhin à Arnhem. Et le dernier pont, le pont trop loin pour Bibi, c'est l'Iran. Et il l'a pas. Et ça l'ennuie. Il l'aura pas. Ça l'agace. Ou plus prosaïquement, ça l'emmerde bien comme il faut. Et du coup, il aimerait voir les États-Unis, l'oncle Sam, faire le sale boulot, parce qu'Israël ne peut pas attaquer l'Iran, ne peut pas détruire l'Iran, changer le régime, etc. Ce n'est pas possible. Par contre, l'objectif de Netanyahou, c'est de mettre son pays dans une situation telle que Trump devra intervenir. Le fameux Bomb Iran, pour conclure, vous vous rappelez peut-être que John McCain
quand il était en campagne contre Barack Obama, on lui avait demandé ce qu'il pensait de l'Iran et il était parti dans une improvisation vocale assez gênante. Il avait dit: est-ce que vous connaissez le dernier tube des Beach Boys, Bomb Iran? Et il s'était mis à chanter comme ça pendant 30 secondes, qui étaient probablement les plus gênantes de sa vie depuis sa torture à Da Nang. Et ça montrait bien l'idée générale. Barack Obama n'avait pas voulu faire ça. Trump ne veut pas faire ça non plus. Mais l'objectif est de l'attraper par la tignasse et de le forcer à intervenir en Iran. Donc l'Iran doit rester un peu sur la réserve et c'est ce qui s'est passé hier. Alors voilà, mais ne vous inquiétez pas François, vous allez pouvoir intervenir. Et je vous propose, tandis que les questions commencent à tomber, de réagir tout de suite, François Martin. Oui, j'ai quelque chose à rajouter à ce que dit Idriss, que je partage totalement, c'est que les Iraniens se retrouvent devant un choix, et voilà ce que je pense personnellement. Je pense que s'ils avaient voulu avoir le nucléaire, ils auraient pu l'avoir depuis 20 ans, parce qu'ils ont les capacités techniques, ils ont tout ce qu'il faut. Vous répondez tout de suite à la question, c'est très bien. Voilà. Donc la question, c'est pour revenir au fondamental, voilà. Les Iraniens veulent-ils la bombe pour détruire Israël? Voilà, je pense qu'ils ne veulent pas la bombe pour détruire Israël, mais ils veulent la bombe simplement pour être respectés. Et je pense que la raison pour laquelle ils ne l'ont pas eu jusqu'à présent, ils ont préféré rester un pays du seuil, enfin c'est mon interprétation personnelle, c'est que les Russes ne voulaient pas qu'ils aient la bombe. Parce que si les Russes avaient accepté qu'ils aient la bombe, l'Arabie Saoudite l'aurait eu dans la foulée et la Turquie aussi. Et pour les Russes, c'était vraiment un problème, surtout avec les Turcs. Là, c'était un casus belli, je dirais. Or, on ne pouvait pas les empêcher de l'avoir à partir du moment où les Iraniens l'avaient. Donc, je pense qu'ils sont arrangés avec les Russes pour rester un pays du seuil, ce qui leur donne. Et donc, ils ont préparé les 3 choses importantes, c'est-à-dire l'enrichissement de l'uranium, c'est la première, les vecteurs, c'est la deuxième, et la troisième dont on ne parle jamais, c'est ce qu'on appelle la connectique, c'est-à-dire le système de mise à feu, qui est, semble-t-il, le plus technique et le plus compliqué à faire. Donc, à mon avis, ils sont prêts depuis longtemps. Ils ont respecté leur contrat vis-à-vis des Russes. Et ils ont dit, d'ailleurs, peu avant l'attaque, que si on voulait les forcer à les empêcher d'enrichir, soit en quoi ils ont le droit à partir du moment où ils enrichissent en quantité et pas en pourcentage, c'est-à-dire ils ne s'approchent pas des 85%, mais ils augmentent la quantité à 60%, il n'y avait pas de raison qu'on les empêche. Et je pense que ce que viennent de faire les Israéliens, c'est leur donner le prétexte dont ils ont besoin depuis longtemps pour pouvoir aller dire aux Russes, ben vous voyez, vous ne nous protégez pas suffisamment, donc aujourd'hui on est obligés, donc ils vont passer la barrière, la véritable barrière qui est la barrière politique vis-à-vis des Russes. Voilà, c'est ce que je pense. Donc moi, ce que je pense par rapport à ça, c'est qu'ils ne vont pas rentrer dans une surenchère avec les Américains parce que ça serait, encore une fois, répondre à un système de provocation, même si on est au-delà de la provocation parce qu'ils ont tué le successeur de Qassem Soleimani. Enfin, oui. il est quand même dans quelque chose de très sérieux. Patron des gardiens de la Révolution. Ce que je veux dire, ils vont continuer à jouer aux échecs plutôt que de rentrer dans un combat de boxe. Donc, ils vont dire on répondra plus tard, comme ils ont fait la dernière fois. Ils ont commencé à réagir quand même. Ils ont réagi, mais ce que je sache, on n'a pas des centaines d'Israéliens qui sont civils, qui sont morts. Donc, ils ont tapé sur le Pentagone, mais ils sont restés dans des cibles relativement militaires. Vous pensez que ça va s'arrêter là ? Je ne pense pas que ça va s'arrêter, mais je pense que leur ligne principale qui est aujourd'hui de se doter du nucléaire, ils vont poursuivre ça et ils ne vont pas se lancer dans une guerre généralisée avec Israël qui changerait la stratégie et qui amènerait, comme le dit Idriss, obligatoirement les Américains, même à leur corps défendant, à suivre leurs partenaires dans cette guerre, leur partenaire israélien. Et la dernière chose que je vais rajouter, c'est que et on va en parler un peu plus tard, là, restons sur l'Iran peut-être, c'est la réaction de Trump que j'ai trouvé pas à la hauteur. Ah ça oui, voilà, on est aussi d'accord, bien sûr. Je vais laisser Idriss dire ce qu'il pense. Mais d'abord, j'aurais aimé que Lara puisse intervenir pour renourrir le débat et redonner ensuite comme ça la parole à Idriss Aberkane. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, moi je voulais rajouter quelque chose, peut-être que Idriss est au courant, mais il semblerait que l'Iran menace de fermer les détroits persiques vers l'océan Indien, et ça va taper très très fort sur les prix du pétrole dans le monde.
Parce que même s'ils ne bloquent pas définitivement, parce que les Houthis menacent aussi de fermer l'autre détroit, et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on va subir un nouveau choc pétrolier, sachant qu'on n'est déjà pas très en forme au niveau économique et croissance? Déjà, j'abonde dans votre sens sur le fait que Trump a été décevant et c'est lié à ça. En fait, même Trump a été accusé de jouer un double jeu. Oui. Vous avez l'excellent journaliste d'investigation Glenn Greenwald. Alors, je le salue d'autant plus qu'il a fait l'objet, lui aussi, d'une campagne de character assassination, de dénigrement, où il a été fuité sur X des vidéos de lui en train d'avoir une relation avec son amant. Et c'était dans le but de le déstabiliser. Et Glenn Greenwald a été assez remarquable, hein, parce que le type, si je dois citer le grand Jacques, grand dans certains domaines en tout cas seulement, ça lui en a touché une sans faire bouger l'autre, puisqu'il a continué le lendemain. On avait littéralement des vidéos de lui en mini-jupe à carreaux d'écolière, en train d'avoir une relation homosexuelle qui circulait sur le net et qui avait fait 120 millions de vues. Le type en a rien eu à cirer. Le lendemain, il continuait à faire ses vues. Il a fait son petit communiqué de presse en disant « Oui, bonjour, j'ai une vie sexuelle, au revoir ». Et ça a absolument pas marché. Et les personnes qui ont fait ça en sont vraiment gros gens comme devant. C'est remarquable. Donc Glenn Greenwald, je le salue pour ça. Et il a dit, voilà, bon, en effet, Trump joue un double jeu. Il a cité Trump joue un double jeu. Le but était d'endormir les Iraniens en enlevant les bombardiers B-2, etc. Pour répondre à votre question maintenant, si les Iraniens ferment le détroit d'Ormuz, alors la différence entre le choc pétrolier et les chocs pétroliers des années 70, c'est celui-là. C'est que les chocs pétroliers des années 70 profitaient aux États-Unis considérablement parce qu'ils rendaient les pétroles profonds rentables. Donc avoir un brut élevé, en réalité sur le long terme, a profité à l'exploitation des champs pétroliers qui ont permis d'ailleurs plus tard à Thatcher de faire sa politique, et aux Américains, Deepwater Horizon, etc. Toutes ces plateformes du Golfe du Mexique viennent de cette période. Or là, on est dans une période, au contraire, où la zone de confort américaine est autour de 70, 75 le baril, alors que c'est plutôt la zone de souffrance russe. La zone de souffrance russe, elle est à 60. Mais là où les Américains ont ce qu'on appelle une zone boucle d'or pour leur baril de brut, c'est-à-dire ni trop chaud ni trop froid. Les Américains doivent être funambules sur le prix du brut. Il ne peut pas être trop élevé ou trop bas. Les Russes, eux, non, c'est sans limite. Si le baril passe à 200, très bien, ils vont accumuler des réserves de change colossales. Eux, ça ne changera absolument rien à leur vie. Donc, si jamais les Iraniens ferment le détroit d'Ormuz, les Russes, eux peuvent d'ailleurs du jour au lendemain s'offrir 50 plus de guerre en Ukraine s'ils veulent. Économiquement, c'est la fête. Ils vont accumuler des réserves de change, ils vont continuer à nous faire du 5,5 de croissance, quand nous, on a du mal à faire du 0,2. Faire du zéro, oui. Alors qu'on a effondré leur économie, il faut suivre. Hein. Et ils sont à genoux. Voilà, exactement, elle est à genoux. Donc au final, je ne pense pas que les Iraniens vont faire ça parce que ce serait vécu comme un acte de guerre. Ce serait un casus belli. D'ailleurs, les rumeurs, j'ai beaucoup surveillé ces rumeurs sur X, ça avait été en effet présenté par un compte qui était soi-disant affilié aux forces armées iraniennes. Mais en fait, ce n'était pas le cas. Alors, est-ce que c'était un coup de semonce pour dire, regardez, on pourrait le faire? Pour ça, je pense que tout le monde sait qu'on peut le faire. Pour conclure ce genre de fermeture des points de resserrement, et bien sûr connu en diplomatie, Barack Obama l'avait utilisé contre les Chinois dans l'embargo des terres rares en 2010. Barack Obama avait dit, oulala, il ne faudrait surtout pas qu'un incident arrivât au détroit de Malacca, par lequel passent 30% des importations pétrolières chinoises. Donc Barack Obama avait laissé planer ça, puis ça avait calmé le jeu sur les terres rares. Mais là, ce serait un casus belli, et ça donnerait absolument toute l'attitude à Trump, qui pourrait plus du tout tenir l'appareil républicain, qui, comme vous le savez, l'appareil républicain, c'est Dallas, hein, c'est fondé sur le pétrole, cette affaire. Donc l'appareil républicain, là, vous auriez Ewing sous stéroïdes, qui vous dirait d'envoyer les boys tout de suite maintenant. Donc ça donnerait le meilleur casus belli possible aux États-Unis pour envahir l'Iran. Donc de ce point de vue-là, je ne pense pas que ce serait un coup gagnant pour l'Iran. Plus encore, mon cher Idriss, si jamais leur stratégie consiste à effectivement utiliser ce prétexte pour se doter enfin de l'arme nucléaire sur laquelle ils sont restés à côté. Parce que s'ils vont se doter de l'arme nucléaire, s'ils vont dans la alors boxe, qu'ils subissent actuellement des bombardements. Le champ, comment ? Je ne comprends pas votre raisonnement, François Martin. Comment vont-ils se doter de l'arme nucléaire alors qu'ils vont subir et vont continuer à subir? Et Idriss Aberkan vient de rappeler que les Israéliens ont réussi, semble-t-il,
c'est pas semble-t-il d'ailleurs, à mettre en échec les défenses antiaériennes, moi je ne vois pas pourquoi Israël s'arrêterait maintenant. Ils vont essayer d'hacher menu l'ensemble du complexe nucléaire. Je ne pense pas qu'ils aient les moyens. Ils n'ont pas accès à l'intérieur de l'Iran. Je ne suis pas persuadé qu'ils aient les moyens. Là où ils sont très forts, c'est sur l'assassinat ciblé. Ils ont effectivement réussi à tuer 2 types ou 4 très importants. Ça, ils l'ont toujours fait. Ils sont vraiment très forts, mais ils n'ont pas les armes pour aller chercher des systèmes qui sont à 100 mètres de profondeur ou à plusieurs centaines de mètres de profondeur. J'aimerais bien l'avis des uns et des autres parce que c'est essentiel. Vous pensez bien que les Iraniens se préparent depuis 20 ans et qui sont... Ils ont caché leurs réserves. Je pense que s'ils continuent comme ils le font à tirer des missiles hypersoniques sur les sites vous croyez qu'ils en ont tant que ça il y a une chose qui m'étonne dans cette affaire, c'est la réaction des Russes. Alors les Russes sont tout à fait... Moi, j'aimerais bien qu'on fasse tourner un peu la parole. Alors, attendez, je finis juste ma phrase. La réaction des Russes qui disent « on déplore ». Je veux dire, les Russes sont quand même les alliés des Iraniens, c'est eux qui leur ont livré les systèmes de défense, etc. Oui. On entend à peine les Russes qui chuchotent en disant « on déplore » et on n'entend pas les Chinois. Donc ça veut dire que ni les uns ni les autres ne considèrent pour l'instant qu'on est, je dirais, dans un système de guerre mondiale. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ça, c'est vrai. Il reste... Mais on peut être dans une guerre régionale totale, François. J'en suis... En tout cas, je ne le vois pas pour l'instant. L'histoire des détroits et puis les concomitances entre les conversations de Poutine avec les deux, le Netanyahou et puis le président d'Iran, me montrent plutôt que cet aspect-là, en fait, l'Iran va attendre la réaction des Russes définitive, en quelque sorte. Là, pour l'instant, les Russes sont appelés à l'apaisement, mais c'est pas quelque chose qui peut durer. Ils savent très bien qu'on les attend sur ce flanc-là. Ils ont déjà abandonné Bachar el-Assad, semble-t-il. Mais ils n'abandonneront pas l'Iran. Il n'y a aucune chance. Je ne pense pas du tout. L'Iran, en fait, c'est autre chose que la Syrie, qui était mal gérée par Bachar el-Assad après les phases de guerre. L'Iran, c'est autre chose. Je me demande si demain, vous n'allez pas dire la même chose. Et il y a le projet Nord-Sud en plus qui est énorme. Ce projet Nord-Sud, il est totalement stratégique, qui relie la Baltique avec Bandar Abbas pour livrer du gaz et demain à l'Inde. Donc, ils sont totalement intégrés militairement, stratégiquement, économiquement. L'Iran est très importante. Et pourtant, cette réaction qui est on va servir de monsieur en beaux offices, on va vous parler, puis on va parler à Netanyahou. Enfin, les Russes classent cette attaque dans une, je ne vais pas dire dans une escarmouche, parce qu'on est quand même loin de l'escarmouche, mais pas dans le prélude d'une guerre totale. D'une guerre mondiale, non, mais d'une guerre totale au niveau régional qui va s'accroître. Ça, je ne sais pas. À ce stade, j'en suis pas sûr. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous allez nous mettre d'accord, Idriss Aberkan? Et les Chinois n'ont rien dit, encore une fois. Idriss Aberkan. Oui, vous savez ce que disait Rumi, la vérité est un miroir brisé, chacun pense que son petit morceau représente le tout. Donc là, on a tous un morceau de miroir, en les mettant ensemble, on a une image plus claire. Les marchés financiers, pour l'instant, ne considèrent pas qu'il y a une troisième guerre mondiale. Les marchés financiers ont moins réagi que par exemple, quand Musk et Trump se sont engueulés, quoi. Bon. Donc, ça a moins dévissé. Alors, peut-être que c'est aussi parce que ça a créé une sorte d'effet de renforcement. Enfin, je veux dire, les marchés ont déjà pris une torgnole, alors la deuxième fait moins mal. Pourquoi pas? Mais pour l'instant, les marchés mesurent la situation comme quelque chose d'inférieur à la brouille entre Musk et Trump. Mais la situation peut évoluer. Attention, hein, rien n'est garanti. Concernant ce qu'a dit François Martin, c'est tout à fait exact. Hein. D'abord, c'est pas compliqué. Si le Pakistan a pu avoir l'arme atomique, il y a 40 ans, il est 50 ans même maintenant, il est évident que l'Iran peut l'avoir aussi. Aujourd'hui, en 2025. Ce qui a vraiment ralenti le programme nucléaire iranien, c'était Stuxnet. Ce verre informatique qui avait été co-conçu par le Mossad, l'unité 8200 israélienne et la NSA. La NSA avait participé. Ça fait vraiment mal. Ça, ce sont des choses qui vraiment ralentissent un programme nucléaire parce que ça crée la situation où vous vous demandez, c'est ce qu'a très bien expliqué François Martin, à savoir sur la triade, vous avez l'informatique aussi. Et là, vous vous demandez si l'ennemi ne pourrait pas être capable de faire péter vos bombes sur votre territoire.
Ça, c'est quelque chose qui est relativement angoissant, quand même. Oui. Donc ça calme un programme nucléaire pour de vrai. Mais pour le reste, oui, les Israéliens sont parfaitement conscients de ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Et systématiquement, Netanyahou est accusé, même par le renseignement israélien, d'utiliser des opérations que eux ont montées depuis des années, comme par exemple l'infiltration de l'Iran, où le Mossad avait créé carrément des usines à drones, enfin c'est un truc incroyable, hein. Ou bien l'affaire des beepers avec le Hezbollah. Systématiquement, le renseignement israélien accuse Netanyahou de déclencher ces opérations qui ont été préparées minutieusement à contre-temps Oui, je suis pour d'accord son agenda avec ça. politique. Voilà, de faire par exemple, quand il a fait péter les beepers, ça n'avait aucun intérêt stratégique, zéro. Par contre, politiquement, c'était fantastique. Et le renseignement lui a dit, mais attends, on n'a pas fait ça pour ta gueule au bout d'un moment, il faut quand même dire les choses. Donc là, aujourd'hui, j'abonde dans le sens de François Martin là-dessus, parce que les Iraniens peuvent acquérir l'arme atomique, et même en situation conflictuelle avec Israël, ils peuvent continuer à l'acquérir. Maintenant, vous avez dit la Russie et la Chine n'ont pas forcément réagi. C'est pas tout à fait complet en termes de miroir brisé. Le bureau de la propagande chinoise sur X, que je suis, a dit clairement, c'est une façon de le dire pas officielle, quoi, hein, mais le bureau, une fonctionnaire du bureau de la propagande chinoise sur X, donc son boulot à cette jeune femme, c'est de traquer les dissidents chinois normalement. Et elle a déclaré sur X, l'Iran devrait répondre en assassinant Netanyahou par une frappe de missile hypersonique. Exact. Déclarer ça, hein. Donc derrière, c'est quand même les services chinois. Bon, ça rigole pas. Les Chinois ont condamné. Je rappelle que les Chinois sont pour la solution à 2 États. Les Chinois ont même fait signer à toutes les factions palestiniennes une déclaration commune, ce qui n'avait pas été obtenu depuis l'Algérie il y a une dizaine d'années. Donc il y a eu des déclarations de part et d'autre, et les Russes aussi. Et les Russes, d'ailleurs, pour conclure, sont aujourd'hui le service de renseignement que le Mossad respecte le plus. De très loin. Il suffit d'écouter ce qu'a dit Yossi Cohen, à l'époque patron du Mossad, à l'université de Tufts concernant Poutine. Là, on sentait vraiment, on avait l'impression de voir Nadal qui parlait de Djokovic, quoi, hein, ou de Federer. Et les Israéliens prennent les Russes. Ça frappe moins fort à Roland-Garros quand même, Idriss. Voilà, absolument. Pourtant, c'est des services à 240 km/h. Mais en effet, vous faites bien de souligner, c'est plutôt Mach 7 quand c'est les Russes qui s'y mettent. Donc, pour conclure, en effet, les Israéliens prennent tout à fait au sérieux les Russes et feront attention à ce que diront les Russes sur l'Iran. Et pour conclure sur ce que vous avez dit, les Russes ont lâché Bachar al-Assad parce qu'en effet, ils faisaient n'importe quoi, mais ils ont gardé leur base, hein. Ils ont lâché Bachar el-Assad que quand ils avaient des garanties. Là, pour l'Iran, il n'y a pas de situation où ils peuvent faire un demi-lâchage. Donc c'est pour ça aussi que je pense qu'ils vont aller jusqu'au bout. Merci Idriss Aberkan. Allez, on passe un très court bobino et on revient tout de suite avec vous tous, hein. Non sans avoir un auditeur pour conclure au moins cette séquence, peut-être, enfin conclure, en tout cas donner un élément qui a déjà été développé d'ailleurs, peut-être les Russes comme les Chinois ne tiennent pas tant que ça à la prolifération des armes nucléaires. Un court bobino, s'il vous plaît, chers auditeurs. Dans cette seconde partie, toujours en présence d'Idriss Aberkan, le conférencier essayiste, et puis aussi François Martin, le géopolitologue. Et on m'oblige... Voilà, merci François, merci Lara de me faciliter la tâche de cette animation. Voilà, c'est pas grave. Idriss Aberkan, j'ai cru comprendre ce que me disait Lara, que vous deviez nous quitter vers 10h. Si tel est le cas, déjà, je vais vous demander, au regard de l'heure, de continuer le développement sur ce thème, à moins que vous vouliez aborder le thème ou peut-être rester jusqu'à la fin de l'émission de l'Ukraine. Tiens, en tout cas, il y a un auditeur qui, pour résumer déjà le début de cette émission, merci pour ce bel hommage à monsieur Éric Denessé. Puissent certains pro-ukrainiens de notre mouvance réaliser, puissent certains experts honnêtes qui n'aspirent qu'à la paix et à la justesse de leur analyse de pouvoir être épargnés, protégés du sordide de la guerre qui leur est faite. Cordialement, c'est très juste. Idriss Aberkan, sur l'ensemble. Alors oui, j'ai déjà pris mes dispositions pour organiser mon direct de ce soir avec Meron Rapoport. Donc je peux rester un peu plus longtemps que ce qui était prévu initialement. Quand se termine l'émission exactement ? À 10h30. 10h30, je peux rester jusqu'à 10h30. Dans ce cas-là, on va... Idriss, n'hésitez pas à profiter de cette antenne pour faire vos annonces d'actualité. Donc voilà, nous sommes là aussi pour ça. Merci beaucoup, mais bon, c'est très gentil à vous. Donc j'ai juste un direct ce soir à nouveau avec l'excellent journaliste israélien Meron Rapoport. J'encourage les gens à le suivre, c'est quelqu'un de remarquable. Vous allez pouvoir continuer aux échanges avec François Martin dans ce cas-là. Mais volontiers, parce que c'est quelqu'un que je respecte énormément et qui a des analyses tout à fait justes. Merci beaucoup, mon cher Idriss.
Oui, je crois qu'à un moment donné, il y a un autre sujet, c'est l'énigme Trump. Par rapport à... Qu'est-ce qu'il a fait, enfin bon, Oui. dans cette affaire, enfin vraiment, par rapport, je dirais même aux possibilités dont Trump disposait, on sait, je ne peux pas classer Trump comme un pur sioniste, contrairement à ce qu'on a dit, parce que tout l'historique de ses relations depuis qu'il a été mis, est arrivé au pouvoir, aussi bien son accord avec les Houthis, sa paix séparée, sa négociation avec les Iraniens, sa tournée triomphale, etc. Tout était préparé ou était supposé préparer la trahison de son proxy. D'abord par le fait qu'il le contourne, qu'il l'isole, et ensuite à la fin qu'il le trahisse pour dire je peux plus payer, c'est pas ma guerre. Et comme je dis, pour essayer de convaincre ceux qui le suivent, ces oligarques qui sont en même temps les oligarques de ses ennemis démocrates, que les dividendes de la paix seront plus importants que les dividendes de la guerre. C'est ce que vous disiez, pour ça, en tous les comme cas. c'est des molosses qui ont le gros os de la guerre dans la gueule, il faut qu'il arrive à leur arracher l'os de la guerre pour leur dire « je vais vous donner un os demain plus gros qui est l'os de la paix ». En gros, c'est ça. Mais il avait l'occasion rêvée là, de dire « vous m'avez trahi, salaud d'Israélien », et puis de dire « je ne peux plus payer, c'est pas ma guerre », etc. Or, on est loin de l'exemple gaulien que vous souhaitiez espérer. On n'y est pas du tout, mais on n'y est pas du tout. Parce que au minimum, à ce moment-là, on prend une position neutre en disant « attendez, c'est pas ce que je vous ai dit, c'est pas bien ». Enfin, il les a quand même boudés à son retour. Et là, il dit quelque chose du genre c'est fait de façon excellente, etc. Oui. C'est pas moi. Et ça va continuer, et ils ont intérêt à revenir sur la table. Et si vous vous étiez mis d'accord avant, enfin, ils ont quand même tué le successeur de Qassem Soleimani. Enfin, je veux dire, on n'est pas juste dans « vous avez pris 3 bombes, finissez de négocier », quoi. Hein, c'est... Hein. Merci, François Martin. Idriss Aberkane, sur Trump. Oui, ça va avec, si vous voulez. Il faut comprendre que déjà, Israël en soi... Nous, ce qu'on voit à l'extérieur, c'est simplement la dualité sionisme-antisionisme. Et cette dualité, elle a toujours été utilisée par Netanyahou pour se maintenir au pouvoir. Il a financé le Hamas. On ne peut pas dire les choses autrement. Il a financé, armé, organisé le Hamas pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de solution à 2 États. Et il l'a dit, hein, il a affirmé dans une conf, il a dit tous les gens qui veulent... On le sait, 35 millions de dollars tous les mois amenés par Tsahal au consulat du Qatar à Gaza sous escorte israélienne. Absolument. Donc, voilà. Et ça, Netanyahou s'en vantait, hein, pas de problème. Oui. Donc, en fait, je ne sais pas si vos auditeurs le savent, mais si on reprend un peu l'histoire israélienne, ça illumine beaucoup ça. Vous avez eu à peu près 3 sionismes en termes de style. Vous avez le sionisme travailliste, qui était d'ailleurs essentiellement athée, qui était marxiste, quoi, avec les kibbutzim, etc. Donc ça, c'est le sionisme du parti travailliste, Golda Meir, etc. Ben Gourion, le Mapai, hein, dont le logo était la faucille et le marteau, habillé dans la lettre Aleph dans l'alphabet hébreu. Le Aleph, le 1. Le Aleph, la lettre A, ouais. Et donc, le sionisme travailliste, dans les années 90, où c'est l'effondrement de l'URSS, se dit mission accomplie. On a des frontières, vous parlez de frontières, même si elles ne sont pas déclarées, il n'y a pas de constitution israélienne, les frontières ne sont pas déclarées, mais eux se disaient on est prêt à poser nos frontières. Alors est-ce qu'ils étaient sincères ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils faisaient des déclarations dans la presse en disant on est prêt à poser nos frontières. Et ces déclarations, qu'elles soient sincères ou pas, étaient suffisantes pour les faire assassiner. On rappelle, hein, Yitzhak Rabin a été assassiné par le Likoud, par des sympathisants du Likoud, qui disaient ces mecs-là sont des démons. Vous pouviez entendre des gens d'extrême droite en Israël dire ces gens sont des démons, c'est des diables. On ne doit même pas prononcer leur nom, c'est la damnatio memoriae romaine. Ces gens-là sont des monstres, pour de vrai. Hein. D'ailleurs, je rappelle que le père de Benjamin Netanyahou, Benzion Milaïkovski, renommé Netanyahou, a élevé ses enfants aux États-Unis parce qu'il considérait que l'État d'Israël était satanique, parce que de gauche. Et c'est pour de vrai, hein, et que Netanyahou a grandi là-dedans. Et il a grandi, lui, donc les trois comment dire, goûts, les trois saveurs de sionisme, le sionisme travailliste, le sionisme classique et le sionisme révisionniste. Voilà. Alors le sionisme révisionniste, c'est la mouvance de Netanyahou et du Likoud qui a été fondé pour ça, Menachem Begin. Et alors eux, voilà, exactement. Et eux, leur job en effet, Milaïkovski, puisque
c'était le secrétaire particulier du fondateur Jabotinsky, du fondateur du sionisme révisionniste, qui était un fasciste. Hein. Ça, on va pas dire les choses par quatre chemins. Jabotinsky. On parle souvent Thierry Messant. Oui. Oui, puis d'une façon générale, Mussolini disait que c'était un mec très intelligent. Enfin voilà, quand vous commencez à recevoir ce genre de compliments, on sait où vous êtes. Et Netanyahou sait parfaitement qu'il ne peut absolument pas imposer une ligne sioniste révisionniste. Donc le révisionniste, ça veut dire déjà normalement s'emparer de la Jordanie. C'est pour ça que la Jordanie se fait souvent attaquer dans les mondes arabes. Vous avez regardé, ils aident Israël. Oui, la Jordanie donne aucune raison de se faire attaquer. Ils donnent pas de casus belli. Et en réalité, ce sont eux qui emmerdent le plus Netanyahou aujourd'hui. Parce que normalement, tout l'agenda du sionisme révisionniste, c'est de prendre la Jordanie. C'est avec le chant du sionisme révisionniste qui est le Jourdain à deux rives, sous-entendu les deux rives nous appartiennent. Et là, le fait qu'il y ait une monarchie très stable dans la région, ça pose un énorme problème à Netanyahou. Mais bref, Netanyahou sait qu'il ne peut pas imposer la ligne sioniste révisionniste, même à la Knesset. Hein. Les Israéliens voteront jamais pour ça. Parce que justement, on reparlait des dividendes de la paix, les start-upers de Tel Aviv et d'Haïfa, qui en plus se font appeler les bouffeurs de sushi de Tel Aviv par les Israéliens de la montagne, c'est-à-dire l'intérieur des terres. C'est toute la sociologie d'Israël. Hein. Vous avez les conservateurs religieux à l'intérieur des terres, vous avez les libéraux à la plage, c'est la dialectique plage-montagne en Israël, qui est une dialectique considérablement problématique. Hein. Israël ne tient pas, c'est pire que la dialectique catholique-protestant dans le Kulturkampf de Bismarck, hein, par exemple, qu'on peut comparer d'ailleurs, parce que les choses sont très comparables, à savoir avoir un ennemi commun pour s'unifier, parce que sinon on passerait notre temps à se mettre sur la gueule. Et croyez-moi que se faire appeler les bouffeurs de sushi de Tel Aviv, c'est juste la partie émergée de l'iceberg sur la façon dont les populations de la côte sont considérées par des populations de l'intérieur des terres, qui les envoient d'ailleurs crever à Gaza. Bon. Et ça, c'est la raison pour laquelle il y a des manifestations aujourd'hui en Israël, et pas depuis aujourd'hui, hein, depuis des années. Et ces manifestations ne s'arrêtent pas. Donc, Netanyahou essaie d'imposer une ligne où, en fait, il essaie de domestiquer en permanence une certaine forme d'antisionisme pour pouvoir faire monter le sionisme révisionniste. Parce que le sionisme révisionniste ne peut exister que s'il y a un ennemi à Israël. Il n'y a que comme ça qu'il peut exister. Un ennemi c'est exactement ça, oui. Crédible, hein, un ennemi sérieux, un ennemi qui... Donc il leur en faut toujours un, voilà. Il leur en faut un, et il en faut un de sérieux. C'est un pays du seuil aussi, mais c'est du seuil de la paix. Voilà. Alors maintenant, Trump là-dedans, il doit naviguer tout ça avec le fait que Netanyahou a un bonus avec l'AIPAC, le lobby, en fait, pro-Likoud, concrètement, c'est pas seulement pro-israélien. Personne ne contrôle l'AIPAC mieux que Netanyahou parce que c'est son père qui l'a fait monter. Il faut se rappeler qu'au début, comme le sionisme était travailliste, c'était la gauche américaine qui soutenait Israël, avec les intellectuels d'Hollywood, les intellectuels hippies, comment il s'appelait, Allen Ginsberg, le grand poète hippie. C'était la gauche qui soutenait. Par exemple, Eisenhower était très, très distant vis-à-vis d'Israël. En fait, Eisenhower voulait même créer un OTAN des pays arabes. Donc, c'était pas la même ambiance. Et puis, le père de Benjamin Netanyahou a fait monter l'AIPAC dans les cercles de droite. Et aujourd'hui, Trump se retrouve avec cette situation. Quand Naftali Bennett était au pouvoir en Israël, Naftali Bennett avait beaucoup moins la bride courte sur l'AIPAC. C'est vraiment Netanyahou qui a la bride courte. D'ailleurs, c'est un argument électoral surpuissant pour Netanyahou. Hein. Il peut dire à chaque fois, c'est pas ce blanc-bec de Bennett qui aurait obtenu une standing ovation au Congrès. Quelle horreur entre nous, Idriss, hein, cette session du Congrès où ils se sont levés 54 fois. C'est tout juste, il n'y avait pas un écriteau applaudissait et ils se levaient pour applaudir. C'est quelle horreur. Hein, En tout cas, ça notait les gens qui n'applaudissaient pas. Ça, c'était un peu comme en Corée du Nord, ça notait. Oh, il a pas applaudi, le coquinou. Bon, mais ça, c'est de la politique. Je veux dire, il joue ses cartes. Lui, on peut pas reprocher à Netanyahou de jouer ses cartes. On peut reprocher au public de ne pas les connaître. Et on peut reprocher au fait que, oui, un scorpion, ça pique. Il va pas changer demain. On va pas faire de Netanyahou une colombe. Hein. Ça, c'est foutu. C'est pas à son âge qui va se colombiser. Donc, on doit informer le public de la façon dont les choses se passent. Et là, je déplore que en effet, en Israël, on a des journalistes qui font ce travail d'information bien mieux que la plupart de la presse française et bien mieux que la plupart de la presse américaine. Hein. Bien sûr. En tout cas, vous avez répondu à la question de cet auditeur qui était: vous y croyez vraiment à cette division de la société israélienne? En Israël, ils se retrouvent tous d'accord quand il le faut. Non. C'est pas si Alors, certain. Il y a un autre élément sur la société israélienne, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Idriss, c'est que la presse française le reprend aussi. Il y a un véritable consensus sur, je dirais,
presque le nettoyage ethnique à l'intérieur de la société, le consensus de la société israélienne à ce sujet. Alors en même temps, ce sont les mêmes, il y a 40% des soldats, des conscrits qui ne rejoignent pas leur base le samedi soir, ce qui est énorme. Donc il y a un refus de combattre qui est presque généralisé, et en même temps, il y a une volonté d'éradiquer non seulement les Gazaouis, mais s'ils pouvaient, toute la société palestinienne. Et là, il y a une espèce de contradiction, à mon avis, qui est majeure, et il y a même presque, je dirais, un problème de personnalité. Et je pense que ça vient en grande partie du fait que cette population qui a ses objectifs, ou en tout cas ses pensées tellement maximalistes, d'un autre côté, ne paye pas véritablement le prix de la guerre régionale qui est installée, parce que les ennemis d'Israël ne veulent pas justement taper sur la population civile pour éviter l'emballement et la rentrée des États-Unis dans l'affaire. Donc on reste dans un système de guerre qui doit rester au seuil d'une certaine façon pour le dire, ou qui ne monte pas plus. Et donc la population, en fait, à part le fait qu'elle va dans les abris quand elle entend elle ne paye pas le prix de cette guerre actuellement. Elle ne paye pas le prix de cette guerre. Non. Alors si elle payait le prix de la guerre en même temps qu'elle a des objectifs d'éradication, elle dira, on veut les éradiquer, mais on y a perdu 10 ou 20% de notre population. Là, ok, je comprendrais. Mais à mon avis, si à Dieu ne plaise, la population israélienne commençait à payer vraiment le prix, elle changerait d'avis. C'est pas exclu. J'ai tendance à le penser, en tout cas. Moi, je vois quelque chose qui rappelle en fait une autre guerre, un autre conflit. Rappelez-vous, au tout début, après le 7 octobre, il y avait beaucoup de reportages sur les chaînes mainstream sur le fait que tous les Juifs s'engagent, tout le monde va vers Israël pour s'engager dans l'armée, etc. On avait les mêmes phénomènes en Ukraine. Le mainstream n'arrêtait pas de raconter comme quoi tout le monde est mobilisé face à l'envahisseur, face à l'agression, etc. Et à mon avis, ça montre aussi les suites de ces conflits. Parce que quand le peuple lui-même refuse de combattre parce que le prix à payer de ce qu'il va obtenir n'est pas celui qu'il attend d'avoir, c'est que ça en fait. Oui. Tout est là-dedans. Les Ukrainiens désertent, tout comme les Israéliens désertent. Ça s'appelle une désertion. Quand on ne rejoint pas son baraquement le samedi soir et que la police est obligée de venir vous chercher chez vous. Ça vient contredire les récits qu'ils nous avaient montrés, les patriotes qui s'engageaient pour leur pays, tant en Ukraine qu'en Israël. Alors avant de redonner la parole à Idriss Aberkane, cette remarque qui va peut-être permettre le développement de ces échanges de notre auditeur. Quel plateau, les meilleurs géopolitologues réunis, et cela s'entend, débat riche, analyse profonde, merci. Question, il y a effectivement une énigme Trump, mais y a-t-il une énigme Macron ? Lequel Macron, il y a quelques semaines, se fait chantre de la reconnaissance de la Palestine et qui, hier, déclare « Si Israël devait être attaqué dans le cadre d'une représaille par l'Iran, la France participerait aux opérations de protection et de défense. » Alors, question de notre auditeur, réaction de canard sans tête ou bien perroquet de commandement étranger ? C'est pire que ça, c'est le surfeur. Il suit la vague. Quand il a vu la vague monter, vive la Palestine, il est monté sur sa planche, il a commencé à descendre. Et puis après, quand il a vu que Trump commençait un peu à caler ou qu'il commençait à être un peu coincé et qu'il n'arrivait pas à prendre de décision et qu'il perd le momentum de son démarrage tonitruant, alors il commence à dire peut-être, parce qu'il monte cette opération avec l'Arabie Saoudite, c'est quand même pour faire des annonces fortes, sinon la montagne va accoucher d'une souris, c'est ce qui va se passer. Et puis aujourd'hui on dit attends, on va vers les États-Unis si jamais Israël est attaqué, donc ça sent vraiment le suivisme à 1 kilomètre. Oui, c'est l'impression que ça donne. Idriss Aberkane. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est à la fois canard sans tête et perroquet, donc perroquet sans tête. Voilà. D'ailleurs, ce qui vous laisse conclure d'où vient la voix du perroquet, du coup, en étant un petit peu anatomiste. Donc bon,
c'est pas très intéressant parce que de toute façon, les grandes puissances des BRICS le prennent pas au sérieux, quoi. Non. Je pense que c'est aussi simple que ça. C'est voilà, bon, ce que dit Macron, ouais, c'est tout à fait amusant, c'est rigolo, mais c'est pas quelque chose qui a un impact. Ça fait très longtemps qu'il a quitté la table de poker. En fait, il y a que LCI ou BFM TV, hein, donc Rodolphe Saadé d'un côté, Bouygues de l'autre, qui continuent à faire croire que Macron joue un rôle. Mais ce sont les mêmes auditeurs qui pensaient, qui ont sérieusement cru Bruno Le Maire quand il a dit qu'il allait mettre à genoux l'économie russe. Maintenant, pour revenir sur ce que vous disiez concernant le fait de sentir la guerre, c'était le but de Zelensky en Russie. Lui, il avait dit qu'il faut que les Russes sentent la guerre. Et en fait, ça, c'était une très mauvaise idée parce que quand il y a eu, par exemple, l'opération de course qu'on nous a survendue, jamais il y a eu autant d'enrôlement dans l'armée russe. C'était alors là, les Russes ont aucun problème de recrutement et c'est le Hindustani Time qui le dit. Hein. Ouais. Donc je suis la presse des BRICS en général et la presse des BRICS est unanime. Les Russes n'ont jamais eu aussi peu de problèmes de recrutement. Maintenant, dans le cas israélien, on peut voir le problème, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Jamais il y a eu autant de militantisme pour la solution à deux États en Israël. Jamais, depuis 40 ans, depuis peut-être même 50 ans. Vous avez eu le film No Other Land, qui a été primé par des critiques juifs à Hollywood. Vous avez eu les Bibi Files. Pardonnez-moi, hein, c'était un énorme fuck you à Benjamin Netanyahou, qui a été lancé par des critiques juifs de Hollywood, en l'occurrence au Festival de Toronto, où Bibi avait tout fait pour empêcher la sortie de ce film. Et ils l'ont sorti quand même, et en plus, ils l'ont primé. Et puis, vous avez des manifestations pour la solution à deux États, puis surtout, vous avez des chefs israéliens comme Barak, Olmert et Lapid qui disent qu'il va falloir une solution à deux États. Et Golan aussi. Et Golan aussi. Alors, vous vous faisiez buter pour ça avant. Hein. C'est pas quelque chose d'anodin. Hein. Je veux dire, encore une fois, Rabin, qu'on croit qu'il était sincère ou pas, c'est une vraie question. Mais n'empêche, il a été buté. Donc il y a des gens qui ont cru qu'il était sincère, puisqu'il y a des gens qui ont dit qu'il fallait le buter et qui ont exécuté ça. Donc pour l'instant, ce que voudrait au contraire, Netanyahou, ce qu'il adore, c'est quand il y a tout un tas d'Israéliens qui se font buter. Ça il adore ça. Il adore ça. Ça fédère tout le monde autour de lui. Ça montre qu'on a besoin de lui. Ben oui, ça crée c'est le moment bismarckien. Lui, quand il se lève le matin, s'il peut y avoir 10 000 Israéliens tués, il est très content. Et c'est ce que lui reprochent exactement ses opposants. Alors lui dira non, je vous protège, je voulais surtout pas que vous soyez tués. Il faut être d'accord, mais tu as financé les mecs qui ont tué des Israéliens le 7. Donc bon, il faut expliquer au bout d'un moment les choses. Donc on peut voir en effet la situation comme celle-là, ce fameux... C'est vrai hein, ce qu'a dit François Martin, ce conscient, si on définit le consensus comme quoi, soit les 2/3, soit 50% plus 1. Bon, je pense bien que 2/3 de la population israélienne aujourd'hui est pour le ratiboisage de Gaza. Ah oui. Cela dit, ce sont des fonctionnaires israéliens qui ont fuité dans Wikileaks les plans d'envoyer 500 000 Palestiniens au Canada, Exact. 500 000 en RDC. C'est des fonctionnaires israéliens qui ont fuité ça. Hein. Les mecs, ils risquent la tôle. Hein. Je rappelle Mordechai Vanunu, quand il a balancé le programme nucléaire israélien, il a fait 7 ans de tôle. Et sa vie a été ruinée. Ils ne l'ont pas tué. Il faut reconnaître, ils ne l'ont pas tué. Mais bon, donc, c'est des fonctionnaires israéliens qui ont fuité ça, parce qu'ils considéraient que c'était complètement cinglé de la part de Netanyahou. Donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant, si on veut le voir comme ça, il n'y a jamais eu autant de hauts fonctionnaires, de militaires, d'officiers de renseignement prêts à entendre la raison. Et on peut même considérer d'ailleurs ce rescapé de la Shoah qui a fait accuser Netanyahou devant la CPI. C'est un survivant de la Shoah qui a dit ah oui, ce que fait Netanyahou, c'est un génocide. J'ai survécu à un génocide, je vous le dis, ce mec, il est génocidaire. Donc, c'est arrivé. Donc, il n'y a jamais eu autant, et aussi bien de la très vieille génération, parce que ce rescapé de la Shoah doit avoir 90 carats aux prunes. Par contre, c'est aussi les Zoomers. Donc la génération née après 2004 ou 2005, je ne sais plus. Dans les Zoomers, ça doit être 99, quelque chose comme ça. Bon, la génération Z. Donc ça, c'est une opportunité. Est-ce qu'on en fera quelque chose? Je ne sais pas. Des opportunités dans l'histoire des pays, il y en a. Vous savez, moi, je suis complètement dévasté par ce qui se passe en Afrique du Sud. L'héritage de Mandela, ils se torchent avec. Il faut être très clair. Là. Les mecs, ils chantent en sautant sur un pied Kill the white, kill the boer, kill the farmers. Bon, là, les gars, si Mandela a fait 27 ans de tôle, c'est pas pour que vous fassiez ça derrière. Alors après, beaucoup de gens, comme mon ami Bernard Lugan, diraient ah, non, mais c'était prévisible. Dès le début, Mandela était un terroriste, etc. OK. Mais bon, les opportunités, ça se gâche. Et là, moi, de ce que je vois, hein, il y a une opportunité en Israël pour la paix. Elle est réelle. Maintenant, Netanyahou a tout fait pour chauffer à blanc sa population,
pour faire en sorte que le sionisme révisionniste le plus violent, le plus brutal, le plus intransigeant devienne la norme. C'est exact. Ouais. Et il a travaillé d'arrache-pied pour ça. Sur ce plan, il a bien réussi. Sur d'autres, moins, mais là-dessus, il a bien travaillé. Oui, je suis d'accord. C'est exact. Ouais. François Martin. Ou non, Lara, pardon, qui voulait donner la parole depuis tout à l'heure. Je voulais revenir sur le canard sans tête ou le perroquet, sur le fait que de toute façon, il y a un fantasme clair, à mon avis, aujourd'hui, à la tête de l'État, chez celui qui est à la tête de l'État, d'envoyer des garçons français quelque part dans le monde pour faire la guerre. Ça, si on le prend pas au sérieux, bon, mais quand il parle d'Israël, c'est pareil. Il cherche à envoyer les soldats français quelque part. Il peut pas. Pour l'instant, le maximum que la France peut mobiliser en ordre de bataille, c'est 3 demi-brigades. Ça, au Proche-Orient, il peut pas grand-chose. Oui. Donc il peut absolument rien faire. Et en plus, on a essayé de former la brigade Anne de Kiev. C'était très mignon. Alors ils ont tous déserté. Mais au-delà de ça, on n'a pas de leçon à donner aux Ukrainiens sur le plan de la conduite de la guerre. On est aux fraises. Aujourd'hui, nos sections ne sont pas dronées. On a très peu d'expérience du combat avec des drones et avec toutes les nuances de drones aujourd'hui qui ont complètement changé la guerre, autant que la mitrailleuse pendant la guerre de 14. Donc là, l'impact géopolitique de la France... D'ailleurs, c'est bien pour ça que Merz a dit « Moi, je veux que l'armée allemande soit la première d'Europe ». Il a dit ça en 2025, pile poil 100 ans après la publication de Mein Kampf. C'est charmant. Et la même année, il a embrayé sur le fait que Berlin était candidat pour les Jeux Olympiques de 2036. Et surtout, oublions les conditions de la réunification de l'Allemagne, hein, le pacte de Moscou. Hein. Et oui, était d'éviter. Oui, toutes ces choses-là avaient été prévues. Donc bon, la France peut rien faire en Ukraine. Hein. C'est les gens qui vraiment tiennent le haut du pavé en Ukraine. C'est le MI6, c'est la CIA, et c'est bien sûr ce qui reste de l'armée ukrainienne. Mais la France pèse pour rien. Les AMX 10RC qu'on a envoyés ne servaient absolument à rien, notamment dans la fameuse contre-offensive, l'offensive d'été d'il y a 2 ans. Ces AMX 10RC, RC, un roue canon, c'est fait pour faire de la reconnaissance en force. Vous oubliez les VAB. Non, je plaisante. Voilà, les VAB. Alors, je tire pas sur les ambulances, pardon, sur les VAB. Et derrière, les canons César, qui ont joué un rôle absolument minime, parce qu'aujourd'hui, un conteneur rempli de drones fait beaucoup plus de dommages qu'un canon César. Et d'ailleurs, on devrait s'en inspirer, parce que ce qu'a fait l'opération Spiderweb montre ce qu'est le César du futur. Donc non, Macron peut continuer à parler, il peut envoyer toutes les boots on the ground qu'il veut, ça lui fera perdre le peu de crédit politique qui lui reste, mais les Russes, honnêtement, quand ils se lèvent le matin... Leur problème, c'est pas si Macron va envoyer une demi-brigade ou pas en Ukraine. Clairement pas. Mais ce n'est pas le problème des Français, en revanche. C'est un problème de notre côté, je suis d'accord. Oui, mais ça, on a laissé Macron faire n'importe quoi pendant presque 10 ans et malheureusement, ça va continuer. Pourquoi ? Parce qu'il a les médias dominants avec lui. Et que les médias dominants qui font l'opinion aujourd'hui, vous avez encore des gens qui ont un pur syndrome de Stockholm et qui croiront la dernière connerie de Bruno Le Maire ou maintenant de son successeur. Ça sera présenté par LCI comme sérieux. Des gens à qui on a dit que les Russes volaient des puces dans les machines à laver, utilisaient des chameaux, faisaient des vagues humaines, ils continuent à regarder LCI. Donc, pas de problème. Moi, j'ai un pont à Brooklyn à leur vendre. Mais bon, c'est comme ça. Vous avez des gens qui sont idiots et qui vont le rester pendant encore une génération. Merci, Idrissa Berkane. Juste avant de donner la parole à François Martin, justement, je reprends une question ancienne d'un auditeur. Jusqu'à quand allons-nous donner des millions que l'on n'a pas à l'Ukraine ? Est-ce que ces dons entretiennent ou non la guerre ? Et puis, la réponse, François, intégrez, si vous le pouvez, cette question moi, au reste de votre intervention. J'avais tendance à dire... oublions Macron qui est un non-événement dans cette affaire. Je pense que le véritable sujet, c'est Trump, ce que j'appelle l'énigme Trump, parce que je constate que pendant la période jusqu'à présent, il a assez bien préparé son affaire pour préparer la trahison de ses proxys nécessaires pour vendre à ses oligarques ce qu'il a montré au Moyen-Orient quand il les a fait lever l'un après l'autre. Tiens, Tim, mets-toi debout, en gros, tu vas recevoir des centaines de milliards, etc. Quand je vais aller faire des affaires avec cette énorme opportunité qu'est la Russie, avec cette énorme opportunité qu'est l'Iran, je suis désolé de le dire, mais c'est ça, avec cette opportunité qu'est la Chine, etc. Donc, il a préparé son affaire, et là, il perd la face, il perd la face. Il dit... c'est pas moi, je veux dire, là, il a manqué une réaction forte, au moins de dire je n'approuve pas. Alors, il perd la face, François, et donc,
Et donc, Voilà. la suite, c'est quel enseignement? Il est au milieu du gué, et comme j'ai dit dans le papier qui va sortir dans Nouveau Conservateur, l'épée d'Alexandre tremble dans sa main au moment de couper les deux nœuds gordiens, celui du financement d'Israël et celui du financement de Zelensky. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai toujours défendu le fait qu'il y avait des pistes pour la paix. Et je le pense toujours parce que je pense qu'il est grave pour un analyste de fermer les pistes pour la paix parce qu'on a un raisonnement qui n'est pas assez précis et qu'on ne voit pas qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Donc, quand on fait ça, on joue le jeu de la guerre, simplement. Donc, moi, j'ai toujours dit, voilà, il y a des possibilités. Trump n'agit pas comme un pur sioniste, je suis désolé. Et aujourd'hui, au milieu du gué, il perd la face, il perd du crédit politique. Je pense que si je ne le vois pas remonter de l'autre côté, je ne vois pas le courage de 3 heures du matin dont on a déjà parlé, celui qui, lorsque tout semble perdu, se lève et dit on y va et entraîne les forces politiques et économiques derrière lui pour sauver. Dans ces conditions-là, il va apparaître de plus en plus comme ce que Mearsheimer dit de lui, c'est-à-dire un homme qui n'a pas de pouvoir et qui est complètement enfermé, et il va se faire taper dessus par les deux, c'est-à-dire par ses soutiens qui lui diront « tu n'as pas réussi » et par ses ennemis qui lui diront « tu as essayé ». Donc, si c'est ça, il perdra les midterms parce que tout le monde dira c'est un loser. Et si c'est ça derrière, ça veut dire que les Européens d'abord auront fait un bon calcul de dire cette arrivée de Trump, c'était pas la fin de la guerre des progressistes contre les conservateurs, mais c'était un épisode. Nous l'avons gagné. Et bonjour, demain, je ne sais pas si c'est Hunter qui va se présenter à la présidentielle ou si c'est... Mais ça veut dire retour au bon vieux système de prédation néocon, etc. Et là, à mon avis, on est mal. Alors, on n'y est pas encore, mais je ne sais pas ce qu'en pense Idriss, mais aujourd'hui, je trouve que Trump ne prend pas les moyens pour s'affirmer et pour, je dirais, dégager les solutions qu'il a lui-même préparées jusqu'à présent, aussi bien dans un conflit que dans l'autre. Alors, François... Je suis étonné. François, on va laisser répondre Idriss Aberkane. Voilà. Mais moi, je rappelle quand même que dans l'histoire d'Alexandre, trancher le nœud gordien, ça ne lui a pas nécessairement porté chance. Je rappelle le cardinal de Retz, même si c'est à des années-lumière de Donald Trump, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. C'est une phrase qui est fausse. Oui, du cardinal de Retz. Mais en tout cas... Non, mais elle est vraie. Enfin, elle existe, cette phrase. Oui, mais elle a trait à la tactique, mais pas à la stratégie. Je suis désolé. Parce que si tu dis on ne sort de l'ambiguïté stratégique qu'à son détriment, la stratégie te sert à être suivi par contre, ta tactique, il ne faut pas que tu dises ta tactique. François Martin, en disant bien qu'on était à des années-lumière je veux corriger cette de la phrase personnalité à tort et à travers. Ah bah merci, c'est sympathique. Voilà une remarque sympathique. Pas toi, mais on l'utilise pour la stratégie. Or, elle ne s'applique pas à la stratégie, mais à la tactique. Alors, peut-être qu'on est dans la tactique. Idriss Aberkane, donc, par rapport au nœud gordien, en tout cas, est-ce que être au milieu du gué pour Trump aujourd'hui, c'est beaucoup plus un inconvénient qu'un avantage, et est-ce que justement on est dans cette zone de tous les dangers? Oui, c'est exact. Trump aurait pu tenter une ambiguïté à la De Gaulle, je vous ai compris. C'est quasiment ce qu'il a fait jusque-là. Hein. Sa campagne a été un vaste je vous ai compris, avec une ambiguïté. Ah oui. Et puis quand les gens se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas été si bien compris, ça a commencé à frictionner, comme par exemple avec Elon Musk, qui a joué sa peau pour de vrai, qui a perdu des centaines de milliards. Bon, les gens disent oui, mais il est autiste, il s'en rend pas compte. C'est plus compliqué que ça quand même. Mais Elon Musk a vraiment joué sa peau et traité de nazi maintenant pour avoir eu un objectif sain qui était de désendetter l'État fédéral. C'est un objectif vraiment sain. Abraham Lincoln n'aurait pas fait mieux. Et il s'en était donné les moyens. Et là, Trump a complètement trahi cet objectif dans un projet de loi
que Elon Musk a traité de lardée porky, pleine de gras, qui va continuer les dépenses somptuaires et continuer à faire n'importe quoi. Donc là, c'est une sortie d'ambiguïté pour Trump. C'est-à-dire qu'il avait tenté de jouer l'ambiguïté et à un moment donné, on l'a forcé à sortir de l'ambiguïté. Mais Trump, en réalité, contrairement à ce qu'on croit, aime rester ambigu sur certains points. Autant que faire se peut. Et ce qu'a dit François Martin est tout à fait exact. En stratégie, c'est dangereux. Parce que, et là, les connaisseurs de l'histoire militaire américaine devraient le savoir, littéralement, la bataille de Gettysburg est perdue parce qu'un général de Lee ne comprend pas son ambiguïté de ce qu'on appelle le Southern Gentleman, qui était un dialecte d'anglais un peu britannique du Sud, très poli, très amphigourique, avec beaucoup de ce qu'ils appelaient les British understatement, hein, donc les non-dits britanniques. Et Lee donne un ordre à un de ses généraux à Gettysburg en lui disant « Prenez la colline si c'est praticable, if practicable ». Bon, en fait, il leur a dit prends la colline et je t'en voudrais pas si tu la prends pas, c'est tout. C'est juste ça que ça voulait dire. Et le général a dit moi j'ai vu l'état de mes hommes, je la prends pas. Et parce qu'il l'a pas prise, tout Gettysburg a foiré. Donc oui, sur le plan stratégique, l'ambiguïté c'est pas un bon projet. Et d'ailleurs à la bataille de Catherine, c'est littéralement l'ambiguïté délirante de Lloyd Fredendall qui a fait perdre la bataille de Catherine aux Américains. Il donnait des ordres complètement incompréhensibles, incohérents. Et à la fin, vous avez eu Patton dont l'ambiguïté était pas la vertu cardinale. Donc et ça a marché. Donc c'est tout à fait exact qu'en politique, c'est bien d'être ambigu parce que ça permet de ne pas être ciblé, ça permet de se retourner, ça donne de la marge de manœuvre. Mais le problème, c'est que ça vous emmènera aussi loin, quoi. À un moment donné, il va falloir sortir de l'ambiguïté. Donc le but, c'est de rester ambigu en préparant une sortie ferme de l'ambiguïté, tranchante, exacte et décisive surtout. Et là, Trump, il n'est pas du tout là-dedans. Non. Il n'est pas du tout là-dedans. Là, on lui a imposé une sortie de l'ambiguïté avec Israël. On se rend compte qu'il a joué un double jeu. Alors, il peut essayer de se dire oui, mais mes électeurs vont pas s'en rendre compte. Peut-être, hein, mais voilà. En tout cas, on lui a imposé. C'est pas lui qui a choisi le tempo. On lui a imposé d'avoir trahi sa parole sur Israël et de passer pour quelqu'un de peu fiable. Et je sais, en effet, pour les midterms, je pense pas que ça va le servir beaucoup. Voilà. Donc, je pense que Trump est dans une situation très très périlleuse. A priori, il peut s'en foutre. Il peut se dire, je crois que Trump veut laisser un héritage. Lui, quand même, ce qu'il importe, c'est de laisser un héritage. Puis il y a une dynastie derrière. Il y a son fils Barron qui fait déjà de la politique à son très jeune âge, etc. Donc, je suis tout à fait d'accord avec François Martin. La situation de Trump est très mauvaise. Aujourd'hui. Les tensions avec Musk étaient que la partie émergée de l'iceberg. Et émergée parce que Musk, n'étant pas un politicien, étant autiste Asperger, ne joue pas de double jeu, zéro masque, il vous dit les choses telles quelles. Mais du coup, ça a révélé des choses qui, en réalité, demeurent dans tout le reste de l'appareil politique de Trump, y compris les oligarques dont parlait François Martin. Voilà. Eh bien, il reste à peine 5 minutes pour les conclusions des uns et des autres. François, pour commencer. Je crois qu'on va voir la suite. Mais là, aujourd'hui, jusqu'à présent, j'ai toujours pensé qu'il y avait un petit chemin de 20 cm sur lequel on pouvait marcher avec des précipices de 2000 mètres d'à gauche et à droite. Et je me suis dit, il faut regarder les chemins et pas les précipices, sinon on tombe dedans. Aujourd'hui, je constate que même le petit chemin n'existe plus ou pratiquement plus, et je me demande où vont être les sorties, parce que j'imagine pas que les Russes, du coup, qui sont bien tranquillement assis sur leur bulldozer et qui poussent un peu plus chaque jour, vont se presser pour essayer de se rapprocher des Américains et pour conclure une paix séparée, ce qui était l'objectif de l'un et de l'autre, qui était assez visible. Alors, Trump a eu beau annoncer qu'ils allaient surseoir au paiement ou aux prochaines livraisons, que je sache, j'ai pas appris qu'ils allaient arrêter la couverture aérienne, ce qui est l'arme absolue. Donc, c'est ça que j'attendais, moi. Le nœud gordien, il est là, je le vois pas. Donc, là, aujourd'hui, je vois les nouveaux nuages noirs sur ces terrains d'opération, et je vois pas la sortie de crise. Et ça m'inquiète. Je suis assez d'accord avec vous, François. Lara ?
Moi, rapidement, je voulais juste réagir par rapport à une remarque d'un auditeur. On ne défend pas l'Iran. Vous n'avez pas compris, vous n'avez pas écouté cette émission si vous pensez qu'on est dans... faut pas prêter attention. Voilà, et c'est tout. Donc, oui, voilà. Donc ça, et puis alors le mélange après avec l'antisémitisme. Merci, cher auditeur, de nous gratifier de ces observations un peu tarte à la crème. Idriss Aberkane. Encore une fois, j'abonde dans votre sens. Là, alors d'une part, oui, on n'est pas particulièrement pro-iranien, c'est exact, mais concernant l'Ukraine, Trump a raté un arrêt important, quoi. Il y avait un moment, et là, il fallait être décisif, en effet. Alors, est-ce qu'il en avait les moyens? C'est un autre sujet, mais il arrêtait Starlink, il arrêtait la couverture aérienne, bon, c'était terminé. Mais certes... Il fallait le faire en mars, voilà. Voilà, mais il se serait sans doute grillé. Enfin, il y aurait eu des conséquences. Donc, sans doute, en arrière-boutique, des groupes d'intérêt lui ont fait comprendre que ça lui coûterait trop cher, qu'il passerait pour un traître, pour un vendu à Poutine, etc. Enfin, il faut voir tout ce qui a été dit sur Trump, quoi, hein, que Poutine aurait un compromat sur lui, toutes ces choses. Et peut-être que Trump s'est dit que ça coûterait trop cher. Mais il avait le moyen d'appuyer sur le bouton en disant aux Ukrainiens... Je suis d'accord. Voilà, et il en avait peut-être même la volonté, puisqu'on l'a vu avec Zelensky à la Maison-Blanche, où il l'a traité quand même d'une façon assez ferme. Donc il avait les moyens de leur dire, vraiment, tu n'as pas les cartes, ce qu'il lui a dit, mais ça n'a pas été suivi des faits. Tu n'as pas les cartes, et ce qu'ont dit les Russes à Istanbul, la prochaine fois qu'on négociera, ce sera 8 oblasts. Et c'est exact. C'est exact. Les Russes sont en train d'attaquer à Dnipropetrovsk. J'encourage vos auditeurs à aller sur la carte interactive pro-ukrainienne deepstatemap.live, deepstatemap.live, qui est une carte 100% pro-ukrainienne, et même en étant 100% pro-ukrainienne, mais elle montre que la situation, pour parler en termes techniques, poque salement du derche. Donc à un moment donné, il faut voir les choses en face, c'est pas LCI qui fait la guerre. Donc LCI peut dire que les Ukrainiens gagnent et que Slava Ukraini et tout ce qu'on veut, mais la réalité sur le terrain, elle pue. Et elle pue de plus en plus. Merci beaucoup, Idriss Aberkane. Juste 2 éléments pour terminer. D'abord, et ça vous concerne, je viens d'apprendre, nous dit cette auditrice, l'anecdote sur Crassus et son système de pompiers pyromanes rapporté par Plutarque. Je viens de vérifier. On en apprend toujours sur Radio Courtoisie. Voilà, et vous y contribuez, mon cher Idriss. Évidemment, Michel Dumas, l'Alexandrin final, en ces temps orageux de plus en plus maussade, Péri se foudroyait. Mossad, S-A-D voilà. Péri se foudroyait en fatale passade, éclaireur lumineux flashé par ambassade, pulvérisé en vol ou fâcheuse glissade. Merci, merci beaucoup Idriss pour cette participation inédite et souhaitable même pour le futur. Merci évidemment François Martin. Il faut inviter un jour cet auditeur et lui faire toute l'émission en lui demandant qu'une chose, il répond à toutes les questions par Alexandrin. Voilà. On va lancer la musique de fin et puis on va dire que la prochaine émission, elle est attendue par tous. C'est évidemment Mike Borowski pour son libre journal des controverses. Merci à tous. Merci. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.